Bonjour, bienvenue dans le 1245. La population de la Grande Béroche dans le canton de Neuchâtel est invitée à se faire tester. Le but est d'enrayer un important foyer de coronavirus dont l'épicentre serait le cercle scolaire des Cerisiers. Nous y rejoindrons Théo Janet pour un point de situation. Aux États-Unis, c'est une avancée majeure pour le mouvement abolitionniste. La Virginie devient le premier État du Sud à supprimer la peine de mort. Un symbole fort pour cet État qui comptabilise le record d'exécutions sur son sol. Cédric Jotran, rédacteur en chef du journal de Morges, est avec nous. Après avoir constaté les dégâts de la pandémie sur le tissu économique de sa région, il a trouvé un moyen de devenir acteur de la relance avec un plan d'annonce à prix réduit. Enfin, l'écrivain Gilles Paris est l'invité culture du 1245. L'auteur d'Autobiographie d'une courgette, devenue Ma vie de courgette au cinéma, fait paraître Certains cœurs lâches pour 3 fois rien, où il se livre aussi. Un foyer pandémique semble avoir pris place au sein du cercle scolaire des Cerisiers dans la commune de la Grande Béroche dans le canton de Neuchâtel. 36 élèves et 4 adultes ont été testés positifs. Pour enrayer le phénomène, la population est appelée dès aujourd'hui à se faire tester. Théo Janet, on vous y retrouve. Derrière vous, c'est là que ça va se passer. Quel est le dispositif ? Alors le dispositif derrière moi, c'est un centre de dépistage qui va ouvrir dans quelques minutes. Il devrait ouvrir à 13 h. La protection civile vient de terminer l'installation de 4 lignes de tests dans ce bâtiment. Au total, une capacité de 240 tests par heure, des tests rapides, des tests gratuits évidemment aussi. Les autorités appellent la population très largement à venir se faire tester, particulièrement les personnes qui auraient été en contact avec un cas positif durant ces 10 derniers jours. Mais même au-delà, toute personne qui a une suspicion de contamination est vraiment la bienvenue ici pour se faire tester. On teste très largement, le médecin cantonal le disait hier, on a l'impression de ne plus maîtriser la situation. On appelle donc la population à venir se faire tester. Ça correspond aussi à la stratégie de la Confédération en la matière. Tester, tester, tester pour endiguer les foyers de contamination. Théo, est-ce qu'on sait ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Alors rien de confirmé pour l'instant, mais une hypothèse. La Grande Béroche, commune morcelée en plusieurs villages, plusieurs collèges, plusieurs bâtiments et des bus qui font les navettes entre ces bâtiments avec des élèves de premier, de deuxième cycle qui n'ont pas de masque. Donc les bus scolaires, une hypothèse pour expliquer cette contamination, une hypothèse qui doit encore être confirmée. En attendant, les élèves de 4 collèges resteront à la maison jusqu'aux vacances de Pâques. Au total, c'est le retour de l'école à la maison pour 300 élèves et 50 adultes. Merci Théo Janet pour ces précisions. Et en matière de protection de l'enfance, les professionnels du canton de Fribourg se disent épuisés. Ils doivent traiter 30% de cas de plus que dans les cantons de Vaud et Neuchâtel et jusqu'à 80% de plus que dans le canton du Jura. Ce matin, le Grand Conseil fribourgeois a refusé de les soulager. Carlos de la Iglesia et Nicolas Baird. Je me pose la question, que tu penses si on met le bien-être des enfants coûte-t-il trop cher ou le bien-être des enfants n'a pas de prix ? Ah ouais, n'a pas de prix. N'a pas de prix, ça. Pour que le message soit percutant, elles avaient pesé chaque mot. Laetitia, Donika et Laurence voulaient vraiment croire à cette limitation du nombre de dossiers par intervenant du service de l'enfance et de la jeunesse. Ce qu'on fait, on le fait bien. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Si la famille d'accueil, elle ne peut pas nous solliciter, nous, pour la soutenir, parce qu'on est débordés, alors elle sollicite qui ? C'est pour ça qu'on se mobilise, oui, parce que c'est toujours insuffisant. Leur message, elles l'ont fait passer à l'arrivée des députés ce matin, mais la majorité a fait la sourde oreille. Elle a préféré suivre le gouvernement qui s'opposait à cette limitation du nombre d'enfants par intervenant. Mieux vaut réorganiser le service avant d'augmenter le nombre de postes. Quelles sont les tâches qui sont propres aux éducateurs, celles dont on peut les soulager, tâches administratives, comptables, un système informatique performant qui permet de retrouver facilement les choses. Et tout ça permet de soulager la charge des éducateurs et qu'ils puissent consacrer leur temps à ce qu'ils aiment, c'est s'occuper des enfants. Les élus se sont aussi rappelés qu'ils avaient déjà accordé 8 postes supplémentaires au service il y a 2 ans. Insuffisant pour 2 élus socialistes à l'origine de la motion. La charge de travail reste largement supérieure à Fribourg en comparaison avec les cantons voisins. On a bien vu que clairement le nombre de dossiers par équivalent plein temps n'a pas suffisamment baissé. Et derrière, c'est des enfants qui ne peuvent pas être suivis. Finalement, le service de l'enfance et de la jeunesse uniquement ne peut se permettre que d'éteindre les incendies et ne plus faire de la prévention, ce qui va générer de toute manière des coûts d'aide sociale derrière. Des motionnaires qui ont déjà annoncé qu'ils reviendraient à la charge en exigeant la création de nouveaux postes lors de la discussion du prochain budget.
Et cette bonne nouvelle pour les finances genevoises, l'impact de la crise sur 2020 a été moins violent que prévu. Évalué à 1 milliard de francs en cours d'année, le déficit dans les comptes de l'État n'atteint au final que 498 millions. Des revenus fiscaux supplémentaires expliquent cette différence. Et nous recevons le rédacteur en chef du Journal de Morges. Bonjour Cédric Jordan. Bonjour. Alors depuis une année, vous documentez cette crise, vous la subissez aussi de plein fouet, vous en tant que journal régional. Et vous vous êtes dit qu'il était temps de devenir aussi acteur de la relance avec une idée d'annonce à petit prix. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, c'est l'idée alors, de MOB, c'est d'encourager les entreprises à continuer à annoncer dans les journaux locaux, dans le journal local, mais évidemment, elles sont parfois fermées. Donc, il y a aussi des restaurants qui font par exemple de la vente à l'emporter, ou certains font du click and collect, des boutiques. Donc, on leur a dit, voilà, même si c'est difficile, même si le premier réflexe, c'est peut-être de renoncer aux annonces dans le journal local, eh bien, on va trouver une formule avec des partenaires qui financent d'une certaine manière le manque à gagner. Et puis, nous, on met à disposition des espaces pour que les gens puissent continuer à annoncer et dire qu'ils sont encore vivants, qui sont là. Il y a ceux qui continuent, mais il y a aussi des nouveaux annonceurs, des petits commerces qui peut-être n'auraient pas eu l'idée ni les moyens de poster une annonce dans votre journal. Oui, c'est le but, c'est-à-dire qu'une annonce, c'est pas des millions, ça peut être 200 francs, 240 francs, mais on comprend que pour peut-être quelqu'un qui fait des ongles à domicile ou un coiffeur, ça peut être un montant quand même important, surtout s'il y a eu un frein pendant quelques mois. Donc on s'est dit qu'en abaissant ces annonces, elles sont à peu près au tiers du prix, ça pouvait relancer un peu ces gens-là, et puis quand même aussi donner l'impression, en tout cas l'exemple, que nos pages d'annonces, elles ne doivent pas être vides, mais elles doivent être pleines encore aujourd'hui. Et c'est une bouffée d'air frais aussi pour votre journal qui souffre de la crise. Oui, bien sûr. C'est clair que, par exemple, je vous donne un exemple concret. Depuis 1 an, il n'y a plus de loto. Eh bien, c'est des dizaines d'annonces pour nous, la soirée de la fanfare, enfin tout ça. Et donc, c'est clair que du coup, ça diminue nos revenus. Et puis, de cette manière-là, grâce aussi aux 4 partenaires qui ont été vraiment enthousiastes et spontanés, eh bien, ça nous permet de ramener un petit peu ces annonces et aussi, nous, de continuer à surtout maintenir l'emploi, ce qui est ça le but. Et si on fait un premier bilan, c'est vraiment les personnes que vous cherchiez à toucher qui ont été touchées. Oui, bien sûr, on a mis en place un immense règlement pour essayer que ce ne soient pas des grosses entreprises qui trustent ces annonces. En fait, elles ne l'ont pas fait du tout. On voit vraiment que ce sont des tout petits commerçants, que ce sont vraiment des gens qui sont 1, 2, 3, des petites boutiques et qui sont fermées et vraiment qui, certaines encore aujourd'hui, ne savent pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir ouvrir leurs portes. Merci beaucoup, Cédric Jeutran, d'être venu en parler. Et votre journal est distribué aussi une fois par mois à toute la population. Voilà, une fois par semaine le vendredi et une fois par mois à l'ensemble du district de Morges. Merci beaucoup de la visite. Et aux États-Unis, la Virginie a officiellement aboli la peine de mort hier, devenant le premier État du Sud à passer ce cap. Une avancée majeure pour les mouvements abolitionnistes. Robin Torrent. C'est l'État qui possède le record d'exécution dans l'histoire américaine, mais c'est désormais terminé. La Virginie a officiellement aboli hier la peine de mort. Elle rejoint ainsi 22 États où elle a déjà été abandonnée et 3 autres qui observent un moratoire. Nous ne pouvons pas infliger la punition ultime sans être sûrs à 100% d'avoir raison. Et nous ne pouvons pas condamner les gens à cette punition ultime en sachant que le système ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Un système injuste selon les partisans de l'abolition. Au XXe siècle, 296 des 377 prisonniers exécutés dans l'État étaient des Afro-Américains. La décision est hautement symbolique pour la Virginie, qui devient le premier État du Sud, autrefois royaume de la ségrégation, à franchir le pas. Historiquement conservatrice, la Virginie a cependant glissé du côté démocrate ces dernières années. En 2020, l'État avait accordé 54% des voix à Joe Biden. Le relais de la flamme olympique a débuté aujourd'hui au Japon, prévu le 25 mars 2020. Il avait été reporté, tout comme les Jeux de Tokyo, en raison de la pandémie. La torche traversera le Japon pendant environ 4 mois. Ce matin, son voyage a symboliquement débuté dans le département meurtri de Fukushima. Et en hockey sur glace, la fin du championnat est proche et la lutte pour les playoffs serrée. Hier soir, Lausanne est allé cueillir une 4e victoire consécutive à Langnau. Les Vaudois s'imposent 2-0. La soirée a été en revanche plus difficile pour Genève Servette, qui s'incline 2-1 face à Zug, leader du championnat. Les Genevois se retrouvent 6e au classement.
Et en football, ce soir, l'équipe de Suisse lance sa campagne pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'équipe nationale, ici à l'entraînement, affronte la Bulgarie, une équipe classée 68e au classement FIFA. La Suisse, qui est au 16e rang, vise donc la victoire. Le match est à suivre en direct sur RTS. 2 coups d'envoi à 18h. Après un an de coronavirus, Genève veut donner un bol d'air frais à ses élèves. Un catalogue d'activités culturelles et sportives sont disponibles pendant 2 semaines pour faire l'école autrement. C'est Léo Valimov et Julien Schiffel qui signent ce reportage. Un concert de rap en direct à la place des cours. 1 heure de parenthèse au milieu d'une année scolaire pandémique. Il y a des mots un peu explicites et du coup avec les profs c'est peut-être un peu gênant, mais on rate 1 heure de français, ça peut être bien un peu. Ça fait un peu plus de divertissement, ça donne un peu plus de motivation pour continuer à travailler. Avant on faisait des sorties avec l'école, on allait à Genève-Plage, on faisait l'acrobranche. Maintenant avec le corona on peut rien faire. Le canton de Genève a décidé de proposer à ses élèves 52 activités culturelles et sportives. Bravo, encore un maximum de bruit s'il vous plaît de là où vous êtes pour Badney, s'il vous plaît. Ouais. Pandémie oblige, la plupart est accessible en ligne durant 2 semaines. Objectif changer d'air après un an d'enseignement compliqué. Il y a une immense lassitude du côté des jeunes, du côté de nos élèves, mais du côté aussi des enseignants face à cette pandémie qui n'en finit pas. On est vraiment dans un marathon et Mars contre-attaque, c'est leur dire, 1 année après le début de la pandémie, vous avez le droit de vous mettre sur pause, vous avez le droit de faire l'école autrement, sans examen, sans notes, regarder un spectacle, profiter de quelque chose pour le plaisir d'être ensemble et de prendre du temps pour respirer un peu. Tous les âges sont concernés. Cette école primaire accueille aujourd'hui l'orchestre de la Suisse romande. Super bien. Ça a énervé beaucoup parce qu'on n'avait plus de sorties et plus de trucs comme ça. Puis ça fait bizarre de recevoir tout d'un coup un truc spécial comme ça. Spécial aussi pour les sportifs et les acteurs de la culture. À Genève, pendant 2 semaines, ils retrouvent un public, une parenthèse de normalité. Et place à la culture, l'écrivain Gilles Paris est l'invité de Julie Hébert. Bon, il est où ton papa ? Là. Le papa de Courgette, le vrai papa de Courgette, c'est lui, Gilles Paris. Ben oui, c'est son best-seller Autobiographie d'une courgette que Claude Barras a adapté au cinéma. Résultat, un César, une nomination aux Oscars et de nombreuses récompenses. Mais surtout, c'est le film qui a réconcilié Gilles Paris avec la vie. Après avoir été serveur, testeur de médicaments ou journaliste, entre autres, Gilles Paris est aujourd'hui éditeur, agent littéraire et écrivain, un redoutable écrivain. Celui qui écrit depuis ses 10 ans dans ses journaux intimes d'abord, puis des nouvelles à 12, livre dans chacun de ses romans un peu de lui, un peu de sa vie, avec parcimonie. Cette fois-ci, Gilles Paris se confesse. Dans ce 8e roman, on traverse les coups d'un papa colérique, la drogue, le sexe, les tentatives de suicide, les séjours en hôpital psychiatrique, et il y en a eu. En 30 ans, Gilles Paris a eu 8 dépressions et autant de séjours en hôpital psy. Mais certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, ce n'est pas que du noir, loin de là. C'est aussi une déclaration d'amour à son mari, à sa sœur et une superbe leçon de vie. Bonjour Gilles Paris. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va super bien. Vous êtes hyper souriant, j'adore. Alors pourquoi ce livre maintenant ? Pourquoi vous avez eu envie de vous mettre à nu, plus de vous cacher derrière des personnages ? D'abord parce qu'il y a le fait que je n'ai plus fait de dépression depuis 2017, donc c'est-à-dire que j'ai eu le recul nécessaire pour pouvoir écrire un livre justement autour de ça. Et puis aussi la rencontre avec une éditrice formidable qui est venue me chercher et qui m'a demandé d'écrire ce livre-là. Et je l'ai fait avec elle avec un grand plaisir. Vous commencez ce livre avec une lettre à votre père qui est très dure, qui n'était pas initialement prévue d'être là-dedans. Non, du tout. Elle remonte à la dernière dépression et c'est un de mes meilleurs amis qui me pousse à ce moment-là à écrire une lettre au père, pas un SMS, pas une carte postale, une vraie lettre comme on n'en écrit quasiment plus aujourd'hui. Et je m'y mets à l'ordinateur un soir chez moi et elle vient très naturellement, fluide, d'une certaine manière. Et au moment où je termine la lettre, je sens comme une sorte de voile se lever. La dernière dépression est en train de partir parce que j'ai écrit cette lettre. Je le disais dans le sujet, Ma vie de courgette, c'est vous qui l'écrivez, a sauvé votre vie. Mais est-ce que le film a sauvé plus votre vie que la littérature ?
Non, je suis très fier du film de Claude Barras et de ce que ça a impliqué. La courgette reste mon deuxième roman, mon trèfle à 4 feuilles, et probablement ce qui m'est arrivé de mieux dans la littérature, en tout cas sous forme de reconnaissance, de retour, d'amour, de courrier. C'est quelque chose d'assez incroyable et que j'espère persévérer. Je travaille actuellement sur le projet d'une comédie musicale pour enfants que j'espère voir aboutir d'ici quelques années. Et donc la littérature vous fait quand même du bien. Écrire vous fait quand même La littérature me fait du bien, l'écriture me fait du bien. C'est-à-dire que vous avez des écrivains qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'écrire dans la souffrance. Moi, je ne peux écrire que quand je suis bien. Quand tout va bien, c'est ce qui m'apporte au fond mes endorphines à moi, ce que le sport généralement vous amène après une séance. Écrire, pour moi, c'est toujours un rendez-vous avec le bonheur et le bien-être. Ce titre, Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, c'est les phrases que vous avez entendues d'un médecin après votre dernière tentative de suicide, que vous appelez tentative de survie. Oui, tout à fait, parce que l'idée, c'était pas de mourir, c'était vraiment de réussir à vivre et de passer à autre chose. C'est assez difficile à comprendre peut-être, mais en tout cas, j'aime trop la vie et c'est ce qui m'a sauvé partout. Et ce médecin, en effet, qui est à côté de moi, qui a un petit côté paternaliste, me dit, vous savez, avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre y serait resté. Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Et je me suis rendu compte, en effet, à ce moment-là, par cette phrase, comme une sorte de catharsis, au fond, finalement, que ce que j'avais fait était quand même très dangereux et qu'en effet, pour quelqu'un d'autre, il est possible que la personne y serait restée. Vous avez passé votre vie, Gilles Paris, à douter. Aujourd'hui, vous doutez plus de rien? Non, je doute toujours. D'ailleurs, le doute, c'est un moteur. Après, il ne faut pas être paralysé par le doute. Je l'ai été paralysé par le doute. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais je continue de douter. Je me dis toujours que je peux faire mieux quand je termine un roman, quand je le rends à mon éditeur, même une fois qu'on l'a travaillé. C'est pour ça que je ne me relis jamais, d'ailleurs. Mais le doute, il est essentiel pour un écrivain qui doit prendre des risques, évidemment, qui doit avancer. Sans doute, franchement, on perd quelque chose de l'humanité qu'on a en soi. Vous êtes plus sévère avec vous-même qu'avec les écrivains que vous suivez? Oui, bien sûr. Je suis assez sévère avec moi, je suis très perfectionniste. Je le suis beaucoup moins pour les écrivains que je défends. Mais après, c'est 2 domaines très différents. C'est-à-dire, il y a un domaine qui est pour moi celui de la lumière, quand je publie un livre que je me mets au devant. Et j'ai besoin ensuite de retourner à mes auteurs, de m'occuper d'eux, de prendre du temps pour eux, de faire le mieux que je peux, au fond, finalement, pour hisser leur livre à ma manière. Ça me donne aussi un travail dans l'ombre qui me satisfait amplement. Et est-ce que parfois certains, je pense à Françoise Sagan, que vous avez suivi, vous en parlez beaucoup dans ce livre, qu'est-ce qu'elle vous laisse pour votre métier d'écrivain? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, vous êtes influencé des auteurs que vous fréquentez Alors, j'ai jamais été fasciné par les écrivains et par les artistes. Je suis fasciné par le vivant. C'est-à-dire, je suis fasciné par l'humain, je suis fasciné par la capacité que certaines personnes ont de donner d'eux-mêmes. Ça me remue et ça provoque généralement des rencontres assez explosives. J'ai défendu des milliers d'écrivains en 35 ans de métier. J'ai très peu d'écrivains aujourd'hui que j'ai comme amis aujourd'hui. Sagan en faisait partie parce que c'était un personnage mythique. Quand j'étais adolescent, je faisais des cadres même autour d'elle. J'avais lu tous ses romans, toutes ses pièces. J'étais fasciné. Donc le jour où j'ai appris que j'allais la défendre, évidemment, mon cœur s'est mis à battre et j'ai été enchanté de pouvoir passer un moment avec elle et de la découvrir peut-être autrement. Vous savez, souvent, on lit les livres des écrivains, mais on ne les connaît pas. Et quelquefois, ça peut vous apporter beaucoup, comme ça peut vous décevoir. Finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir rencontrer l'écrivain d'un livre qui vous a emballé. Bon, dans ce livre, en tout cas, on a l'impression qu'on vous connaît parfaitement. Je me suis demandé, votre maman est décédée il n'y a pas très longtemps. Non. Elle lisait plus vos livres parce qu'elle n'arrivait plus à les lire. Elle avait des problèmes de vue, absolument. Votre papa est à l'hôpital. Mais est-ce que vous auriez écrit exactement la même chose si elle pouvait les lire? En fait, le livre a été terminé il y a 2 ans. Et donc à ce moment-là, ni ma mère était décédée, ni mon père était entré en hospitalisation de longue durée. C'est 2 chapitres que j'ai rajoutés avec le temps. En plus, l'année 2020 était un peu complexe dans l'édition pour tout le monde. Donc on avait décidé de le sortir en 2021. C'est des chapitres que j'ai ajoutés. C'est vrai que j'aurais voulu, d'une certaine manière, que mon père et ma mère me lisent. Je sais aujourd'hui qu'ils ne feront ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas, vous savez, quelque part, c'est ma vérité, c'est ce que j'exprime au fond de moi. Peut-être qu'eux auraient eu une vérité différente de la mienne, mais voilà, c'est la mienne et j'y tiens.
Merci infiniment, Gilles Paris. Si on a envie de poursuivre cette conversation, parce que forcément on a envie de la poursuivre, on peut le faire ce soir sur l'Instagram de Fnac Suisse. Vous serez en live et vous répondrez à toutes les questions de 17h30 à 18h. Oui, c'est formidable. D'ailleurs, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui à cause de la pandémie. C'est des rencontres en live qui sont... On est tout seul avec son téléphone ou son ordinateur et en même temps, on sait que des inconnus vous observent. C'est assez miraculeux. Bon, moi, je continuerai ce soir la conversation avec vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret à 19h. Couleur locale sera à Fontaine, dans le Val-de-Rue. Et pour le 19h30, Philippe Reva. Très bel après-midi à toutes et tous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.